L'EDF ne nie plus les dangers du nucléaire et elle les compare aux autres sources de pollution et les juge moins importants. Il est exact que la pollution chimique est à combattre avec la plus grande énergie si on veut survivre, mais la pollution nucléaire risque d'avoir des conséquences irrémédiables sur l'homme, directement ou par l'intermédiaire de son environnement. Les corps radioactifs émettent des rayonnements de type alpha, bêta ou gamma. Ces corps peuvent avoir des effets sur l'organisme de deux manières différentes. Par irradiation, une source radioactive envoie des rayonnements alpha, bêta, gamma sur l'organisme. Par contamination, les corps irradient en étant fixés à l'intérieur de l'organisme, car ils ont pu être soit respirés ou avalés. La matière vivante est constituée de cellules qui se renouvellent constamment en se divisant en deux. Les rayons alpha, bêta, gamma détruisent ou perturbent le bon fonctionnement des cellules qui se développent de manière anarchique, d'où cancer et leucémie. Il faut noter que l'apparition du cancer n'est pas immédiatement consécutive à l'irradiation. Il y a un temps de latence de 5 à 25 ans. Les fœtus et les enfants ont un développement cellulaire très important, c'est ce qui permet leur croissance. Ils sont donc plus sensibles aux radiations que les adultes. Ces radiations ont aussi des effets génétiques, c'est-à-dire sur les organes reproducteurs et les cellules reproductrices. Les ovules chez la femme, qu'elle possède tous dès la naissance, et les spermatozoïdes chez l'homme, qui sont fabriqués en permanence. Il y a quelque temps ou quelques années, une citoyenne américaine, Mrs. Wake, Mary Wake, avait mené une enquête autour des centrales nucléaires des États-Unis en se basant sur les statistiques de mortalité, de fausses couches, de leucémie, etc. Officielles. Et elle était arrivée à la conclusion qu'autour des centrales, le taux de mortalité était plus élevé. Ceci a été remis en question. Or, très récemment, le docteur Morgan, qui est directeur du service de sécurité d'Oak Ridge aux États-Unis, a déclaré en septembre 1973 à un congrès à Washington de l'AEC américaine que l'augmentation de la mortalité infantile autour des installations nucléaires, des centrales nucléaires, était devenue effectivement inquiétante. Voici deux exemples d'accidents consécutifs à des irradiations fortes. Le premier s'est produit dans une raffinerie où on utilisait un appareil de radiologie pour vérifier les soudures. Cet appareil de radiologie comportait un boulon radioactif. Ce boulon a été perdu et ramassé par un ouvrier qui l'a mis dans sa poche. Quelque temps après, un cancer s'est déclaré dans sa jambe. On a été obligé de l'amputer et il est mort quelques semaines après cet accident. En Italie, des ouvriers ont été très fortement irradiés après s'être introduits accidentellement dans une chambre où on irradie des légumes pour la conservation. En effet, lorsqu'on irradie des pommes de terre, par exemple, cela tue le germe, c'est-à-dire les cellules reproductrices. On obtient ainsi des pommes de terre qui ne germent plus. L'irradiation détruit aussi les micro-organismes qui créent la pourriture. On obtient ainsi des pommes de terre qui se conservent mieux. À chaque étape du cycle de l'uranium, il y a des risques dus à des dégagements et à des pertes de corps radioactifs, notamment lors des transports qui sont appelés à se multiplier. Dans les mines, il y a des dégagements de gaz radioactifs comme le radon, qui sont inhalés par les mineurs. Dans la purification, l'enrichissement et la mise en gaine des combustibles, des poussières radioactives peuvent contaminer les ouvriers. Les différents types d'accidents possibles au niveau du fonctionnement d'une centrale nucléaire sont les suivants. Il peut y avoir des ruptures de gaine accidentelles supérieures au taux admis. Un deuxième type d'accident,
c'est l'arrêt du circuit de refroidissement. Un circuit de secours est alors prévu. Une centrale nucléaire ne peut exploser comme une bombe nucléaire car les conditions ne sont pas réalisées, mais il peut y avoir surchauffe du réacteur. On arrête alors la réaction en chaîne en introduisant des corps avides de neutrons. Ces différents types d'incidents techniques peuvent, suivant leur gravité, donner lieu à des accidents sur l'environnement. Voici 3 exemples de tels accidents. Le 7 novembre 1967, la pile expérimentale Siloé du Centre d'études nucléaires de Grenoble s'emballe. 55 000 curies sont produits. 2 jours après, 2000 curies sont relâchées sur la ville de Grenoble, l'opinion publique étant maintenue dans l'ignorance du fait. Octobre 1957, à Windscale, en Angleterre. Le réacteur graphite-gaz surchauffe et provoque une fusion partielle du cœur, suivie d'un dégagement de radioactivité. 20 000 curies d'iode 131 et de strontium 90. La consommation du lait est interdite à 50 km à la ronde pendant plusieurs jours. Janvier 69, à Lucerne, en Suisse, surchauffe avec rupture de gaine et infiltration d'eau contaminée dans la nappe souterraine. On doit murer définitivement la grotte contenant le réacteur. On est en droit d'être d'autant plus inquiet que des accidents qui devaient se produire avec une probabilité infime se sont déjà produits. Par exemple, aux États-Unis, le 22 mars 1975, 2 réacteurs de 1000 MW sont arrêtés à la suite de l'incendie d'une centrale nucléaire. Selon le rapport Rasmussen, qui est le rapport de sûreté des centrales nucléaires américaines, un tel type d'accident ne devait se produire que tous les milliards d'années. Parlons maintenant des surgénérateurs comme Phoenix à Marcoule ou Super Phoenix en construction à Trémalville, en Isère. Non seulement les surgénérateurs présentent les dangers habituels à toutes les centrales classiques, mais en plus d'autres, beaucoup plus graves. Si une centrale nucléaire classique ne peut exploser comme une bombe atomique, cela n'est pas le cas des surgénérateurs. Il ne s'agira pas d'un beau champignon atomique, mais d'explosions atomiques qui feront sauter différentes barrières et tous les produits radioactifs seront répandus dans les environs. C'est ce que les experts appellent par un très joli nom, l'excursion nucléaire. Dans le cœur du réacteur de Super Phoenix à Trémalville, il y aura 4000 kg de plutonium. Ce plutonium à l'air donne de l'oxyde de plutonium en particules très fines qui se fixent dans les poumons et ne peuvent être rejetées par la toux. Des expériences ont été faites sur des chiens aux États-Unis. Quelques millionièmes parties d'un gramme d'oxyde de plutonium entraînent un cancer du poumon et la mort. En plus des dangers présentés par le combustible, il y a ceux dus au fluide caloporteur, le sodium. Le sodium, à la température du cœur, s'enflamme au contact de l'eau et de l'air. Les techniciens du feu, les pompiers, ne savent pas éteindre un feu de plus de 100 kg de sodium. À Trémalville, il y en aura 5000 tonnes. Un accident de ce type s'est déjà produit en URSS. Les satellites ont détecté une zone de chaleur dans un rayon de plusieurs kilomètres. La centrale se situe dans un désert en URSS. Ce n'est pas le cas de Trémalville en Isère. Aucune expérience de surgénérateur d'une telle puissance que celle de Malville n'existe dans le monde. La France se lance tête baissée dans ce nouveau type de réacteur. Les centrales nucléaires de type classique utilisent l'uranium-235. Cet uranium sera épuisé avant l'an 2000. Les surgénérateurs, eux, utilisent l'uranium-238 qui existe en plus grande quantité. Cet uranium-238, bombardé par un neutron rapide, donne le plutonium, qui est le combustible du surgénérateur. Après le pétrole, l'uranium-235. Maintenant, les surgénérateurs. Jusqu'à quand va-t-on jouer aux apprentis sorciers ?